École pour son invitation. Bonsoir à tous. Alors j'inaugure, semble-t-il, ce cycle de conférences. Alors moi j'inaugure aussi cette conférence parce que je ne l'ai jamais faite. Donc c'est un peu de la nouveauté quand même. De temps en temps on fait une conférence qu'on est bien obligé de faire une première fois. Donc celle-là c'est la première fois. Alors bien sûr, le prétexte, c'est cette histoire de la Biennale de Venise, 2014, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, dont le commissaire, chacun sait, c'est Rem Koolhaas, qui a intitulé, en l'occurrence, sa manifestation Fundamentals, fondamentaux. Alors je vais partir un peu de ça, mais je ne vais pas parler que de ça. Bon, l'opinion que je peux avoir de la Biennale, je l'ai déjà donnée. Enfin, s'il y a des gens qui sont curieux, c'est pas très long, ça dure 5 minutes. C'est sur le site de Domus, et c'est oral, c'est en français, c'est pas en italien. Ce que j'ai pu dire là, c'est simplement, bien sûr que c'est une Biennale assez particulière, on n'en a pas vu beaucoup comme ça, dans la mesure où c'est peut-être la première où les pavillons nationaux choisissent de suivre la demande de Koolhaas. D'habitude, les pavillons nationaux font un peu n'importe quoi, où ils font ce qu'ils veulent, tandis que là, il y a eu cette espèce de situation où la Biennale s'est transformée en une grande exposition d'histoire et pas d'actualité. Alors, certains pourront trouver ça très bien, parce que l'actualité c'est ennuyeux, et que l'histoire c'est beaucoup mieux, mais quand même c'est une biennale assez étrange, parce que les architectes qui sont ceux qui sont des jeunes générations, et ceux que vous allez bientôt devenir, c'est-à-dire vous-même architectes, ils sont absents de cette biennale. C'est peut-être une cruauté de la part de Koolhaas, on ne sait jamais, il n'est jamais très sympathique, enfin pas toujours, hein. Donc c'est une situation assez étrange. Situation étrange parce que aussi, au fond on peut bien le dire quand même que Koolhaas il est en fin de carrière. Il a 70 ans, on n'est plus tout jeune à 70 ans, quoi. Donc ce qu'il a fait, il y en a encore sans doute des choses qu'il va faire, mais quand même beaucoup de choses qu'il a pu faire, elles sont derrière lui. Alors justement, par rapport à ça, vous verrez que ma conférence, elle est partagée en 3 parties. La première partie, là, je vais parler de diagrammes. Alors vous verrez que pourquoi est-ce que cette problématique, on va dire, a été excessivement dominante, justement depuis les années 80. Depuis peut-être le début des années 80. Est-ce qu'elle est au bout du rouleau? C'est possible. Est-ce qu'elle est, à partir d'un certain moment, elle s'est plus renouvelée? Peut-être, on peut se poser la question. Alors avant ça, quand même, un petit rappel quand même pour vous êtes jeune, alors vous n'avez pas connu ça, vous étiez à peine né, ou peut-être même pas né du tout. C'est la biennale précédente avait eu lieu en 1980. La grande biennale, la première biennale d'architecture comme telle, c'était en 1980. Elle a été célèbre à cette époque-là parce que c'est la seule biennale qui a été unitaire. Après, il n'y en a plus eu qui ont vraiment eu de thème sérieux, quoi. Là, il y avait un vrai thème. Le commissaire à ce moment-là, c'était un architecte italien qui était très connu à l'époque, que vous connaissez sans doute plus trop. Il s'appelle Paolo Portoghesi, et il avait fait une biennale sur la présence du passé, la presenza del passato, la présence du passé. On était en pleine période dont on dira qu'elle était postmoderne. Et là, c'est la couverture du catalogue de l'exposition, et c'est une rue manifestement, grosso modo, de la Renaissance, et cette rue elle était constituée de divers bâtiments. Et dans la biennale, c'est ce qui s'était déroulé, c'est-à-dire
Portoghesi avait créé une rue, c'est la fameuse Strada Novissima, la rue nouvelle, la nouvelle rue. Et dans cette rue, il y avait des maisons, les unes à côté des autres, et chaque travée, parce que c'était la première fois qu'on se servait du bâtiment de l'Arsenal à Venise, donc dans chaque travée, il y avait un architecte qui avait été invité, il y en avait une trentaine presque. Et chacun avait fait une façade qui jugeait être représentative de sa position. Toutes les façades, on est vraiment dans une période postmoderne. On voit le studio Grau, là. Celui-là, je me souviens plus, c'est un Américain totalement... Enfin, que je n'aime pas du tout. Après, on voit sur la droite, là-bas, il y a Venturi qu'on aperçoit. Et puis tout au bout, il y a Colas. C'est le seul de cette rue qui ait une attitude qui ne soit pas celle nostalgique ou postmoderne. Ou disons, s'il est nostalgique de quelque chose, c'est du modernisme, c'est de l'architecture plus proche de Léonidov. Il avait fait une façade, c'était une toile gonflée, c'est-à-dire avec des moyens qui n'étaient pas du tout ceux des autres, sachant que les autres avaient fait des façades qui avaient toutes été fabriquées à Cinecittà. Et dans cette rue, Colas, on ne le voit pas au fond, mais un petit mât rouge, vous voyez, tout au bout, c'est lui qui avait fait presque la dernière maison. Et au fond, simplement, j'en terminerai là avec cette histoire de biennale, parce qu'on est en 1980, là maintenant on est 34 ans plus tard, avec la biennale de 2014, et la question qu'on peut se poser, c'est, mais pourquoi il veut qu'on revienne aux fondamentaux? Alors que pendant 30 ans, ou 35 ans, il faudrait croire qu'il a fait autre chose. Ou il faudrait croire qu'il les a oubliés, ces fondamentaux. Sachant que les fondamentaux, on sait, si on va à Venise, c'est quoi? C'est des éléments d'architecture. Mais ces éléments d'architecture dont on sait qu'ils ont changé depuis 30 ans, peut-être, mais au fond, ces éléments, c'est avec cela qu'on va faire l'architecture, mais on a toujours fait l'architecture avec des éléments. Et donc, la question qu'on peut se poser, mais j'y viendrai pas trop là-dessus, la question qu'on peut se poser, mais quel est ce besoin de retourner à zéro, de recommencer? Comme si, moi c'est ce que je disais dans l'interview que m'avait fait Domus, au fond, Colas, là en l'occurrence, il avait l'attitude du pompier pyromane, totalement, puisqu'il a mis le feu pendant 35 ans, puis au bout de 35 ans, il commence à dire, mais il faudrait peut-être arrêter avec toutes ces choses invraisemblables qu'on a pu faire, et revenir aux fondamentaux. C'est un peu tard pour lui, quoi, on va dire. Alors, cette rue, on la voit à cette époque, et là, à Venise, il n'y a pas de rue, parce que c'est autre chose, c'est pas à cet endroit qu'est la contribution de Colas, c'est dans la partie des jardins, et dans les jardins, dans le pavillon d'Italie, qui est le pavillon central, il y a tous ces éléments qui sont le balcon, l'escalier, le plafond, la fenêtre, etc. Comme si l'architecture était disséquée en morceaux, et que ces morceaux, c'est avec ceux-là qu'on allait de nouveau la faire revivre. C'est un peu ça l'idée. Alors qui est-ce qui l'a fait revivre? Ça, mystère et boule de gomme, parce que, en l'occurrence, dans la Biennale, il n'y a pas de jeunes, c'est-à-dire il n'y a pas de personnes qui avaient son âge en 1980, à savoir 35 ans. Quoi. Il n'y en a pas. Donc c'est un peu une espèce de dilemme qu'on peut facilement se poser. Alors on est en 1980, c'est la pleine période, bon, il faut quand même s'en souvenir, c'est la pleine période de Krier, de Léon Krier, qui prônait tout un tas de projets, à l'époque avec Culot, Maurice Culot, qui prenait tout un tas de projets et qui se rangeait dans ce qu'on appelait la reconstruction de la ville européenne. Colas était complètement à côté de ça. Ça, il faut reconnaître, il n'était absolument pas, et volontairement pas, dans cette mouvance. Et donc, il a toujours été, comme un certain nombre d'autres architectes d'ailleurs, c'est ce dont je parlerai aujourd'hui, il n'a jamais été postmoderne au sens où les autres l'ont été. Alors, en 1980, c'était peu de temps après que New York Délire ait été publié. New York Délire, c'est un livre évidemment important, un des rares qui soit vraiment un livre théorique qui a été produit ces 30 dernières années ou 40 dernières années, il y en a très peu. Lui, c'en est un livre théorique qu'il faut avoir lu. Enfin, vous autres étudiants, il faut quand même le lire un jour. C'est pas tout à fait... c'est un livre d'abord très drôle à lire, enfin très drôle, très facile à lire, assez intéressant, etc. Et qui évoque ou qui développe une théorie. Et dans cette théorie, j'en prendrai un petit morceau
pour faire comprendre ce qu'est ce développement que va connaître les années 80 autour de la question du diagramme. Comme élément, comme comment dire, entité à partir duquel l'architecture se concevait. Et Colas en étant peut-être le meilleur représentant de l'architecture diagrammatique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un diagramme? Si je prends New York Délire, le diagramme fondamental, c'est celui du théorème de 1909, c'est-à-dire cette image qui était publiée dans un magazine du début du XXe siècle, dans lequel était représenté ce qui n'était pas encore vraiment le gratte-ciel, mais était représenté le futur gratte-ciel, c'est-à-dire une série de planchers, de plateformes sur lesquelles des activités pouvaient se dérouler, au fond, très différentes les unes des autres. Sans que de l'une à l'autre, il y ait de communication, sans qu'il y ait besoin de relations. Ça, c'est le diagramme. Au fond, c'est le diagramme fondamental de Colas, qui va ressortir pendant 30 ans. Et diagramme fondamental parce qu'il va en trouver une application. Ça n'est qu'un dessin. Donc, quand je dis diagramme, c'est un schème, c'est un schéma, un dispositif avec un schéma qui représente effectivement une superposition de plateformes. C'est possiblement un tas de bâtiments, mais pas un seul, c'est une image d'un tas de bâtiments possibles. Alors, le bâtiment qui va effectivement représenter ce diagramme, ou plutôt qui va être une illustration, parce qu'il n'y en a jamais qu'une, c'est le fameux Downtown Athletic Club, dont il est parlé dans New York Délire de façon assez importante, parce que, effectivement, chaque plan, comme il dit, est une composition abstraite d'activités définissant sur chacune des plateformes synthétiques une attraction différente qui n'est qu'un fragment du spectre global de la métropole. On le sait, vous la connaissez, cette coupe sans doute, ou si vous ne la connaissez pas, regardez-la. C'est une superposition d'activités, de plateformes. Il y a une piscine, il y a un golf miniature, des restaurants, un gymnase, etc., qui se superposent sans communication de l'un à l'autre, parce qu'on est à l'ère de l'ascenseur. Et donc la suppression de l'escalier comme élément qui permet de mettre en relation les niveaux, il n'y a pas d'escalier dans un gratte-ciel, ou que des escaliers de secours, etc. Toute une théorie qui est celle qui les développe effectivement dans New York Délire. Donc c'est l'application de ce diagramme. Ce diagramme du théorème de 1909. Alors, les images, elles sont bien connues, le golf miniature, la piscine, et puis ces plans, qui sont comme il dira plus tard, lorsqu'il écrira 20 ans plus tard son plan, le texte sur le plan type, typical plan, c'est la succession de ces plans qui représentent des activités qui se côtoient dans une espèce de condensation, où le fameux dessin, effectivement, de la congestion, donc toutes les activités qui peuvent être dans ces... Et puis le fameux dessin de la congestion aussi, on le sait puisqu'à un endroit, celui-là, là-haut, en haut à gauche, il y a des salles de boxe juste à côté du bar à huîtres. Donc la représentation, c'est les boxeurs qui sont en train de manger des huîtres. Conditions métropolitaines par excellence. Donc tout le discours de New York Délire, il est autour de ça. Et ce travail diagrammatique entre le théorème de 1909 et son application, en l'occurrence sa première grande application peut-être aux yeux de Colas, c'est le Downtown Athletic Club. Lui, il va en faire d'autres applications. Et au fond, faire un diagramme, ça veut dire prendre un programme, l'analyser, le réfléchir, le remettre en cause, ou plutôt en remettre en cause les solutions habituelles. Et à partir de là, évidemment, cette remise en cause, elle passe par la production d'un diagramme. Et on l'a vu tout à l'heure, le diagramme, c'est comme quelque chose qui peut se répéter. Avec le concours de la Villette, au début des années 80, tout début des années 80, célèbre concours à cette époque-là, que Tchoumi a gagné, mais le projet sans doute le plus célèbre à côté, c'était celui de Colas, c'est l'application, effectivement, d'une espèce de processus diagrammatique dans lequel le modèle, c'est le Downtown Athletic Club. Le processus diagrammatique, c'est chacun des diagrammes que vous voyez ici qui se superposent. Alors combien de projets ont été faits comme ça dans les écoles d'architecture? On ne les compte même pas aujourd'hui. On fait le programme, on fait ceci, la grille des pointes, on fait les connexions, on fait ceci, puis on additionne tout, et toutes ces couches, elles fabriquent évidemment le plan de la Villette. Comme une espèce de schéma matérialisé. Comme une espèce de chose qui
le résultat d'un processus. Dans ce résultat d'un processus, Colas, c'est pas moi qui l'invente, là, c'est lui, ou plutôt c'est lui qui fait ce rapprochement de façon explicite entre le plan du parc de la Villette et la coupe du Downtown Athletic Club. Et il dit, le plan de la Villette, c'est la coupe du Downtown mise à plat. Hein, comme un diagramme, on peut s'en servir dans tous les sens. C'est ce qu'il dit là. Donc ça, c'est la première manifestation chez lui de cette question diagrammatique dans un projet qui, au fond, établit une espèce de connexion entre un propos théorique qui était New York Délire et puis un propos, entre guillemets, pratique qui est effectivement ce concours. Dans cette situation, on est... et on pourrait se dire, bon, c'est fini, il a fait ça, puis il ne va pas recommencer. Si, il va recommencer. Il va recommencer d'assez nombreuses fois, et très, très, très souvent. Bon, la maquette était magnifique, non ? Très, très belle maquette du parc. Et puis, très souvent, il va reprendre ce même dispositif. Hein, la même, 7 ans plus tard, il est invité pour le concours pour la médiathèque de Karlsruhe, et il fait la même superposition, mais là verticalement. Évidemment, on n'est pas dans un parc, donc c'est au fond la reprise à la verticale de la coupe que l'on voyait tout à l'heure. Avec d'autres types de programmes, bien sûr, pas forcément les mêmes. Ici, c'est un bâtiment culturel, on va dire, donc, mais le même principe. Il fait cette très belle maquette aussi. Et toute son activité des années 80 est dans cette reprise constante de ce dispositif, sachant que même les maisons, la Villa dell'Ava est un gratte-ciel. Même, il le dit, c'est pas moi qui l'invente, la maison à Bordeaux est un gratte-ciel par la superposition des choses qui ne se connectent pas de façon spatiale. Alors, c'est toujours des diagrammes. Et l'un des projets, peut-être l'un des programmes qui se prête le plus à ça, c'est évidemment le programme de bureau. Parce que le programme de bureau, évidemment, dans un gratte-ciel tel qu'on l'a vu, c'est une association de programmes qui n'ont pas forcément grand-chose à voir les uns avec les autres et qui ne se connectent pas nécessairement avec les uns avec les autres. Une autre manière de parler de cette instabilité, parce que c'est quelque chose d'assez instable, c'est évidemment que ce soit plutôt horizontalement que cette instabilité se place. Et à ce moment-là, dans un bâtiment de bureau, au fond, qui n'est qu'une superposition de plateformes, une superposition de planchers, l'occupation des bureaux change constamment. Hein. Elle ne reste jamais identique à elle-même, parce qu'on change de société, parce que ceci, parce que cela. Donc, au fond, on est dans un dispositif qui est totalement instable. Et dans ce dispositif instable, Colas reprend la mise en bande parallèle qui ressemble à celle de la Villette, et puis qui ressemble aussi à celle des gratte-ciels, parce que c'est une superposition. Et dans ces plans, au fond, là on est en 1986, donc il y a 30 ans, donc on est dans cette problématique, mais 10 ans plus tard, lorsqu'il fera le siège, qu'il ne construira pas, le siège de Universal Studios à Los Angeles, au fond ce sera strictement la même problématique qui sera en jeu. Et parce que là, il y aura la possibilité d'expérimenter tout un tas de dispositifs. Alors évidemment, ils s'amusent à leur donner des titres, mais il y en a 4, mais il pourrait y en avoir 10, il pourrait y en avoir 20. Toujours sur au fond, sur ce questionnement autour de la précision du diagramme. Donc dans le diagramme, il y a toujours cette dimension d'instabilité, c'est-à-dire la chose qui, pour lui, toujours cette dimension où les choses ne sont pas forcément fixes. Alors, ce cas-là, il est assez intéressant parce que celui qui fait construire ce bâtiment, je ne sais pas ce que j'ai mis après, on peut lire comme ça si on veut, en divisant le programme en niveaux horizontaux de bureau et en tours verticales de distribution, l'organisation du bâtiment devient un diagramme littéral. Un diagramme littéral, c'est lui qui le dit, du particulier et du générique. Spécificité dans la dimension verticale, espace générique de bureau à l'horizontale, aussi tumultueux que devienne la composition de la société, les étages de bureau procurent la nécessaire flexibilité, tandis que les tours garantissent qu'une seule unité soit conservée. Universal n'est pas tant un plan de bureau qu'un plan urbain, une carte. Donc, au fond, dans une carte, les choses aussi peuvent se modifier. Aujourd'hui, c'est une carte comme ça, demain, ce sera une autre carte. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce cas-là, c'est que
celui qui lui fait construire ce bâtiment, c'est le fils Bronfman. Et le fils Bronfman, c'est qui? C'est le fils de celui qui avait construit le Seagram Building à New York de Mies van der Rohe. C'est son fils. Et on sait que le Seagram Building, c'est la fille, c'est sa fille, Edgar Bronfman, qui avait réussi à convaincre le père de faire construire Mies. Et Mies avait fait le Seagram. Et au fond, Colas dit, en faisant le Seagram, ah oui, la fille c'était Phyllis Lambert, la directrice, enfin la grande directrice du Centre canadien d'architecture. Et donc il fait construire Mies van der Rohe. Et Mies fait le portrait de la société. Et le bâtiment, c'est comme le portrait de la société qui était en l'occurrence la Seagram. Mais par contre, dans une situation qui est au fond presque 40 ans, presque pas tout à fait un demi-siècle, mais pas tout à fait, presque un demi-siècle, mais pas tout à fait, au fond, Universal, ça ne peut pas être le portrait d'une société, ça peut simplement être, au fond, un bâtiment qui soit susceptible de recevoir tout un tas d'activités possibles, à partir de cette définition qui est une définition diagrammatique. Alors, cette problématique-là du diagramme, c'est-à-dire interrogation sur le programme, que je transforme en schéma, celui-ci pouvant donner lieu à tout un tas de traductions, on pourrait presque dire. Au fond, la bibliothèque de Seattle, c'est la même chose encore. C'est la superposition des niveaux. On la connaît par rapport à la différence qu'il institue entre les parties publiques et les parties qui sont attribuées à des fonctions qui sont plus définies. Mais il dit justement là, et ça c'est à peu près clair, en modifiant génétiquement la superposition des niveaux d'immeubles de grande hauteur américains type, émerge un bâtiment à la fois sensible, contextuel et iconique. Donc modifier génétiquement. Modifier génétiquement, ça veut dire introduire à l'intérieur du diagramme un paramètre qui n'était pas là à ce moment-là, au départ. Donc, et en fait, en l'occurrence, la modification génétique ici, chez Colas, c'est très simple, enfin très simple, oui, c'est assez simple. Au fond, dans un gratte-ciel, les niveaux se superposent les uns aux autres. Et bien, qu'est-ce qu'il va produire Colas à ce moment-là? Il va décaler les niveaux. Ce qui va être toujours un gratte-ciel, mais en même temps, avec ce décalage, il y a une modification génétique qui va créer autre chose. Donc on est dans cette espèce de réflexion problématique où on définit un certain nombre de choses, puis on introduit des paramètres, ces paramètres qui modifient la situation, etc. Au fond, quand vous pensez au New Museum de Sejima et Nishizawa à New York, avec ces boîtes superposées qui se décalent, c'est la suite un peu de cette problématique que Colas avait déjà évoquée à propos de Seattle. Alors, ça produit aussi des espaces qui sont inhabituels, bien sûr. Donc, une espèce de... Le diagramme n'est pas quelque chose de fermé, pour lui, c'est quelque chose d'ouvert. Pour quelque chose qui, si on introduit un paramètre, au fond, il va se produire un certain nombre d'effets qui ne seront pas nécessairement tout à fait prévus, tout à fait préfigurés au niveau du projet. Alors tout ça, cette question-là du diagramme, pour moi, c'est une question assez importante. Colas va loin dans l'histoire, jusqu'à... On se demande ce qu'il veut dire. Hein, je veux dire, à un moment, ça... Je ne sais pas s'il dérape, mais on peut se poser la question. Pour lui, l'architecture est toujours trop lente. L'architecture, les programmes vont toujours plus vite que l'architecture. L'architecture est toujours en retard sur les programmes. Ça, c'est une espèce de constat. C'est-à-dire, on est dans un monde où il y a des bâtiments qui ont des fonctions, des programmes assez compliqués, et grosso modo, les architectes, ils en restent avec les formules habituelles. Donc, ils sont toujours en retard sur les programmes. Lui, à la limite, il pourrait dire la même chose de lui-même, sauf qu'il essaye de rendre accès à ces programmes. Et donc c'est toujours, dans tout son travail, c'est toujours l'interrogation sur qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque à Seattle. Alors, je ne sais pas quoi, il fait des brainstorming à ne savoir qu'en faire. À chaque fois, le programme, il est interrogé. Et toute la question est celle-là. Comment, interrogeant le programme, je vais pouvoir lui sortir un diagramme qui va permettre de répondre véritablement à une situation contemporaine et pas avec une solution qui sera une solution, entre guillemets, d'un autre temps. Alors il va plus loin, c'est-à-dire il imagine peut-être l'architecture n'a pas, après tout, à être stupide,
Libérée de l'obligation de construire, elle peut devenir une manière de penser à propos de tout, une discipline qui représente les relations, les proportions, les connexions, des effets, le diagramme de toute chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'à ce moment, est-ce que c'est la mégalomanie totale de Colas? Peut-être, pour une partie, c'est-à-dire à partir d'un moment, l'architecte devenant omniscient, c'est-à-dire puisqu'il s'intéresse aux relations qu'on établit entre les choses, au fond, c'est même plus de l'architecture, ça peut regarder tous les phénomènes sociaux, l'architecture n'étant qu'une petite chose qui va concrétiser certaines situations. Donc on le sent là devenir quelqu'un qui peut-être dépasse largement la situation de l'architecte traditionnel, mais comme s'il voulait faire les diagrammes de la société contemporaine au-delà de son métier d'architecte. Peut-être que c'est ce qu'il essaye de dire, peut-être, il ne le dit pas de façon explicite, mais à Venise, à la Biennale de 2014. Alors ceux qui sont dans les diagrammes comme ça, il y en a, et si vous faites le tour par rapport à ça, il y en a certains qui ne sont pas, j'en parlerai tout à l'heure, mais Sanaa, Sejima, Nishizawa, ils sont un peu là-dedans. Notamment quand on regarde le théâtre d'Almere, bon, qui est de la même époque à peu près que la bibliothèque de Seattle, on part de l'analyse du programme, alors chaque pièce est nommée, ça peut être nommé avec les gens qui évidemment font partie du théâtre, c'est pas simplement une histoire de l'architecte qui va distinguer ça, c'est à partir d'une discussion avec les commanditaires, et puis à partir de là, dans un bâtiment qui est hyper simple du point de vue visuel, puisque c'est une plaque, et cette plaque, elle est homogène absolue, elle a 3 volumes qui sont sur cette plaque, qui sont les salles de théâtre, et au fond, ces dessins qui étaient très très séduisants à l'époque, dessins où il y a plein de murs, il n'y a presque plus de matérialité, et entre les pièces, comme une espèce de damier, les activités, les fonctions se déroulent, hein, comme si le schéma abstrait devenait réalité. C'est un peu ça, comme si le schéma abstrait devenait réalité. Toyo Ito dira que c'est vraiment une architecture diagrammatique, parce que le schéma, dans son abstraction, devient la réalité. Comme ici, effectivement, la grande obsession de Sejima, c'est-à-dire de Nishizawa, faire disparaître l'épaisseur des choses. Et ils y parviennent. Au musée de Kanazawa, ou ici, les murs disparaissent au profit de parois qui sont excessivement fines et qui en même temps, elles sont porteuses. Il n'y a pas de structure ponctuelle, il y a tout un tas de dispositifs qui font que, au fond, c'est pas du tout cette disparition de la matérialité, c'est une chose qui recherche jusqu'au Learning Center de l'EPFL, où vous ne savez pas, quelque part, où sont les points qui portent la toiture. Bien sûr qu'ils sont là, comme ça, mais tellement fins, tellement distribués un peu aléatoirement, qu'on n'est pas du tout dans un plan où on aurait une grille ponctuelle très très régulière, pas du tout. Vous voyez, cette espèce de, ce qu'ils appellent eux-mêmes une espèce de transparence, mais une transparence qui ne signifie pas nécessairement l'absence d'opacité, une espèce de paradoxe comme ça sur lequel ils jouent. Vous avez qu'à regarder tous leurs projets, beaucoup de leurs projets sont comme ça. Ito disait à ce propos-là de Sejima, dans un des premiers articles qu'il a écrit sur elle organise dans le diagramme final des espaces les conditions fonctionnelles que le bâtiment doit remplir. Un diagramme qu'elle convertit immédiatement dans la réalité. Une espèce de conversion. Très fort, parce que il y a toute une atmosphère, il y a toute une lumière, il y a toute. C'est pas simplement un dessin qui est transféré comme ça, mais cette espèce d'abstraction, d'abstraction très très forte. Alors tout ça, je cite Toyo Ito parce que Toyo Ito, il faut le lire. C'est un des architectes les plus intelligents aujourd'hui. Enfin, il n'est pas si jeune en plus, mais quand il écrit sur les autres, même il écrit sur les autres japonais quelquefois, il dit toujours des choses assez justes, c'est assez précis. Donc, il faut le lire un peu de temps en temps comme ça. Donc, cette question du diagramme, vous voyez, c'est une question qui a couvert, pour moi, les années, les 30 dernières années, une espèce d'obsession là-dessus, sur cette. Alors les diagrammes, après, ça peut avoir encore plus de diversité à partir du moment où on fait intervenir, évidemment, des programmes informatiques, et puis je te fais ci, je te fais ça. Alors là, on peut aller très très loin, Ça ne devient pas forcément beaucoup plus intéressant. Mais
ça fait partie de cette espèce de mouvement. J'en parlerai pas maintenant, mais ça fait un peu partie de cette espèce de mouvement. Bon, c'est la première chose, quoi. Peut-être que c'est par rapport à nous, aujourd'hui, 2014, peut-être que ça fait partie, enfin c'est ce que je crois, hein, vous n'êtes pas obligé de le croire, mais que ça fait partie d'une interrogation qui doit être menée par rapport à cette question-là. Parce que vous êtes toujours amené presque spontanément à réfléchir avec des diagrammes. Qu'est-ce que ça signifie, à quoi ça entraîne, etc. C'est des questions auxquelles il faut réfléchir. J'ai choisi, j'avais superposé sur la fiche, j'avais demandé qu'on superpose, vous l'avez remarqué maintenant, c'est le plan, les bandes parallèles du parc de la Villette de Colas, et puis derrière, j'avais montré un bâtiment avec des bandes parallèles aussi, c'est un bâtiment d'Herzog et de Meuron. Pas de la même époque, enfin, bon, à peu d'années après celui de Colas. Alors, Herzog et de Meuron, je vais commencer par eux parce que c'est des gens importants. Et ils disent à un moment, en 93, notre approche est phénoménologique. Tout ce que nous avons pu concevoir vient de l'observation et de la description. Tout ce que nous avons fait a été trouvé dans la rue. Tous nos projets sont des produits de nos perceptions projetées dans des objets. C'est aussi la raison pour laquelle nos bâtiments semblent si différents les uns des autres. Si nous tournons la tête dans différentes directions, les bâtiments résultent de diverses perceptions. Nous travaillons en observant des phénomènes. C'est pas la même attitude, vous le voyez là à peu près, quoi. Hein, on observe des phénomènes visuels, des phénomènes d'ambiance, des phénomènes d'atmosphère, etc. Le programme, bon, ça va, évidemment qu'il faut s'interroger dessus, mais c'est pas la clé pour Herzog et de Meuron. C'est pas la clé. La clé, c'est cette dimension phénoménologique. Alors, c'est assez compliqué à comprendre ce que ça veut dire. Hein. C'est pas... La phénoménologie en soi, c'est pas simple au niveau philosophique. Donc, mais on sait qu'au fond, ils disent deux choses que je trouve importantes. Tout ce que nous avons fait a été trouvé dans la rue. Donc, c'est dans l'univers urbain. Dans l'univers urbain, dans l'univers, entre guillemets, de tous les jours. Et puis ensuite, au fond, c'est avec ça qu'on travaille. Donc, ces phénomènes-là, c'est avec cela qu'on travaille. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire un certain nombre de choses un peu compliquées, mais au niveau phénoménologique, je vais montrer un bâtiment. Il date de 86-87, vous voyez. Mais Herzog et de Meuron, ils auront une attitude semblable jusqu'au début des années 2000, au moins. Pendant 20 ans, au fond, ils raisonneront de la même manière. Et ce bâtiment, c'est un entrepôt. Donc, c'est du point de vue du programme, c'est le programme quasiment équivalent à zéro, quoi, un entrepôt. Pas de relation à l'extérieur, il y a une porte dans un coin pour les camions, mais c'est tout. Donc, une porte pour rentrer, la petite que vous voyez à droite là. C'est un bâtiment très très peu coûteux. À cette époque-là, ils faisaient des bâtiments pas coûteux, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors c'est c'est bête parce que c'est un rectangle, et puis ce rectangle, il y a un quai de déchargement des camions qu'on voit ici, et puis il y a une porte d'entrée, là, je crois, pour les personnels, qui est là-bas peut-être. Et puis au fond, c'est une charpente métallique très très bête, très industrielle. Là-dessus, Herzog et de Meuron ne se posent pas de questions, ils emploient la charpente que l'industrie leur fournit. Hein. Ils n'inventent pas c'est pas des Calatrava, hein, ils n'inventent pas des trucs pas possibles. Non, ils font une caisse, quoi. Et cette caisse, leur seul problème, c'est le revêtement. Leur seul problème, c'est l'enveloppe. Il n'y en a pas d'autre. Et l'enveloppe, c'est là-dessus qu'ils vont faire ce travail qu'ils disent eux-mêmes phénoménologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au fond, quand on perçoit un bâtiment, si je le regarde ou si je le perçois de loin, bon, je vais voir un bâtiment. Si je m'en approche, si je le perçois de près, je ne vais pas voir la même chose. Donc je vais avoir par rapport à ce bâtiment une espèce de perception qui va changer et qui va être différente, c'est-à-dire une perception lointaine et une perception proche.
Et toute l'approche, évidemment, qui est celle de cette expérience de la profondeur de champ. C'est-à-dire, j'approche du bâtiment. Et dans ce bâtiment-là, c'est clairement ça ce qui est en jeu. Comme dans beaucoup de bâtiments d'Herzog et de Meuron. C'est-à-dire, au fond, apprendre à voir. À chercher à comprendre comment un bâtiment est fait, il est construit, comment il est fabriqué, et c'est en le regardant qu'on comprend comment il est fait. C'est en le regardant qu'on parvient à le rendre intelligible, pour nous. C'est très proche de l'art concret, c'est très proche d'un certain nombre de mouvements artistiques. Et là, dans ce cas-là, au fond, ce bâtiment, il est fait avec quoi? Il est fait, on voit ici sur la poupe la charpente. Bon, voilà, là c'est bête, puis il y a l'isolant, et puis après il y a le revêtement pour protéger l'isolant, évidemment. Et il est fait de plaques, d'éternit, on voit ici, posé, incliné, donc avec un matériau le plus ordinaire qui soit. Et posé sur des espèces de consoles qui sont directement sur l'enveloppe à l'intérieur, et donc légèrement inclinées pour que l'eau puisse s'écouler, pour que l'eau puisse glisser. C'est ce qu'on voit ici. Si vous êtes loin, comme on le voyait tout à l'heure, si vous êtes loin, je ne sais pas où j'ai mis, au fond vous voyez un bâtiment avec des stries. À mesure que vous approchez, j'ai fait cette expérience plusieurs fois, à mesure que vous en approchez, vous commencez à regarder, vous voyez même l'isolant qui est derrière les plaques. Vous voyez l'isolant qui est derrière les plaques, vous voyez de quoi est fait l'épaisseur de cette enveloppe. Et en voyant comment est fait cette épaisseur de cette enveloppe, vous comprenez comment le bâtiment est constitué. Mais ça, de loin, vous ne le comprenez pas. C'est de près que vous le comprenez. Et au fond, tout le travail d'Herzog et de Meuron à cette époque-là, c'est de rendre perceptible ce qui est généralement imperceptible. Et donc de faire qu'on voit les choses. Et voir les choses, ça veut dire les comprendre. C'est cette espèce d'attitude. Alors, quand on est prêt aussi, c'est pour ça qu'ils travaillent très très souvent sur la frontalité. Ils s'en foutent des perspectives, etc. Ça ne les intéresse pas. C'est pour ça qu'ils travaillent avec des boîtes. Et c'est des boîtes, c'est des parallélépipèdes, parce qu'ils travaillent sur la surface, donc ils vont faire que des parallélépipèdes. Et au fond, ce sera à chaque fois comment, avec les moyens qu'ils utilisent, les moyens matériels, les matériaux, comment est-ce que je rends perceptible le bâtiment, donc comment je rends compréhensible l'architecture. Alors notre architecture, disent-ils, essaye de renforcer ce qui existe, de l'amener dans le domaine du perceptible. Ici, c'est la constitution essentielle du bâtiment et celle du mur rocheux qui sont signifiants. Similarité et différence doivent être comprises sans code. Il dit sans code. Il dit sans code, c'est-à-dire sans un langage sur lequel on s'appuie. C'est le bâtiment lui-même qui doit donner son code. Et ça, il n'y en a pas beaucoup d'architectes qui font comme ça, à cette époque-là. Très très peu. À l'époque Colas, par exemple. Des fois, il y a des bâtiments, on ne comprend rien. Comment c'est fabriqué. Non, on ne comprend pas forcément. Là, dans les premiers bâtiments d'Herzog et de Meuron, c'est toujours comme ça. Alors, si on pense à la phénoménologie, et c'est sans doute pour ça qu'ils s'appellent comme ça, enfin, qui se disent phénoménologistes, je reprends Merleau-Ponty, évidemment, bon, ça fait un peu, parce qu'il ne faut pas le lire tout entier, parce que c'est assez compliqué, mais quand même, la phénoménologie est une philosophie pour laquelle le monde est toujours déjà là, avant la réflexion, comme une présence inaliénable, et dont tout l'effort est de retrouver ce contact naïf avec le monde. La phénoménologie, c'est interroger le contact qu'on a avec le monde de façon immédiate. Et l'architecture d'Herzog et de Meuron, au fond, c'est interroger le bâtiment de façon immédiate. Alors, dans cette problématique-là, comme je le disais, ils font des caisses, quoi. Ils font des parallélépipèdes. Et ils le disent d'ailleurs, entre 1900, dans ces années 80-90, ils font des parallélépipèdes. Ça, c'est le bâtiment de Ricola, que je montrais précédemment, puis le Somme-Mort, enfin, après ils abandonneront un peu cette voie, c'est la galerie Goetz à Munich. Très très joli petit bâtiment, très très beau, très peu de petites dimensions. Et ils diront, lorsque on leur remettra, je crois, le Pritzker-Prize, je ne sais plus en quelle année, 2001, je crois, Ricola à l'Offen était le premier projet minimaliste, ils disent. La galerie Goetz à Munich mena cette phase en toute clarté et était peut-être le plus beau travail de ce type. Pourquoi avons-nous pris cette direction? C'est toute une réaction contre le postmodernisme et contre le déconstructivisme. C'est très clair pour eux.
contre le postmodernisme, c'est-à-dire contre ce que j'évoquais tout au début, et puis contre le déconstructivisme, c'est-à-dire tous les Ahadid et autres qui, à cette époque-là, tenaient le haut du pavé dans les années 80. Donc, qui ne sont pas du tout là-dedans. Comme Colas, qui s'est trouvé dans cette exposition sur les déconstructivistes, n'y est pas non plus. Et c'est deux modalités qui sont différentes. On ne va pas confondre ce que fait Colas et ce que font Herzog et de Meuron. Alors, si on regarde certains autres bâtiments, un assez beau bâtiment qui est la pharmacie de l'hôpital cantonal de Bâle, qui est les mêmes époques, un peu plus tard, fin des années 90, milieu des années 90, fin des années 90, c'est un bâtiment tout en verre le matériau. Il est vert aussi, c'est une pharmacie, c'est presque normal. Il a une forme bizarre, je ne rentrerai pas là-dedans, parce que c'est un travail à partir d'un certain nombre de données, notamment fonctionnelles par rapport à l'usage du bâtiment, à partir de ce qui serait possible de construire au départ et qui se forme au fur et à mesure. Alors là, je dirais que Herzog et de Meuron aussi, ils sont dans une attitude un peu diagrammatique, sachant que le diagramme initial pour eux, c'est la forme de la parcelle à cette époque-là. Ils prennent la forme de la parcelle, puis ensuite ils la déforment, ou ils la conforment. Hein, la forme de la parcelle, grosso modo, c'est ça. Enfin, la possibilité de construire dans la parcelle maximale, c'était ça. Ils arrivent à ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt la surface. Là, c'est une surface en verre, une plaque de verre carrée, on voit les carrés, et c'est imprimé avec des points verts, des points comme ça, régulièrement une grille de points. Et puis derrière, à une petite distance, il y a une tôle qui a les mêmes points verts, qui a les mêmes pas points verts, qui a des trous, mais avec la même trame que les points verts, et cette tôle, elle protège l'isolant. Donc on voit tout ça, on voit toute l'épaisseur. Évidemment, il faut s'approcher pour la voir. Mais ce qui est peut-être intéressant aussi, c'est qu'on s'approche, bien sûr, vous regardez, on se met même là, contre la surface. C'est-à-dire, on est dans la même attitude que quand la grande peinture américaine, les Pollock, Barnett Newman et tout ça, vous savez, Barnett Newman, il mettait un petit panneau sur ses expositions à regarder de près. Il y a un tableau de Barnett Newman, ça ne se regarde pas à 3 km. Même s'il est très grand, on ne regarde pas à 3 km. À certains moments, il faut s'approcher de lui. Comme un Pollock, on ne reste pas toujours à 3 km, on s'approche de lui pour voir comment c'est la texture, comment c'est la matérialité même du tableau. C'est comme une espèce d'attirance, comme ça. Herzog et de Meuron jouent là-dessus, bien sûr. Ils jouent sur cette espèce d'effet d'attirance. On est happé par la surface. Et quand vous êtes happé par la surface, au fond, vous êtes nez à nez avec elle. Vous n'avez plus de perspective. Et vous ne voyez pas le ciel, il n'y a pas de profondeur perspective. On est dans une toute autre situation que lorsqu'on regarde un bâtiment ou quelque chose de loin. On est vraiment pris dedans. Et à partir de ce moment aussi, dans ce bâtiment, la perception, ils jouent avec la perception. Ils incitent à voir de quelle façon on perçoit ce bâtiment, d'autant plus qu'avec la superposition des trames de points verts et trames de trous dans la tôle, il y a des effets de moirage. Et là, il suffit de se déplacer même d'un demi-pas ou d'un pas, et vous verrez autre chose. Et vous ne verrez pas la même chose, parce que tout bouge. Comme si, effectivement, vous étiez attiré par la surface. Et ça, c'est le matériau. C'est la mise en œuvre des matériaux qui produit ça. Donc, Herzog et de Meuron, ils sont dans cette dimension phénoménologique et matérielle des choses. Alors, ils ne sont pas le seul, hein. Ils disent à un moment, concevoir et dessiner les détails d'un bâtiment devient un parcours mental à l'intérieur du bâtiment. L'extérieur devient comme l'intérieur, la surface devient spatiale, la surface devient attractive, elle vous attire lorsque vous la travaillez comme designer. Vous pénétrez mentalement le bâtiment dans le but de savoir à quoi il va ressembler. Et c'est ça, la force. Alors, on est dans cette problématique aussi, il faut lire Deleuze un peu, enfin pas tout, hein, parce que je veux pas, mais il faut lire au moins l'avant-dernier chapitre de Mille Plateaux quand il parle de l'espace trié et l'espace lisse, parce que c'est deux types d'espace. Et là on est dans un espace qui est un espace lisse, c'est-à-dire tous les éléments ont tendance à exclure la dimension de la perspective. L'espace lisse, haptique, la vision rapprochée a un premier aspect. C'est la variation continue de ses orientations, de ses repères, de ses raccordements. Il opère de proche en proche, comme quelque part la façade d'Herzog et de Meuron dont on vient de parler. On définit au contraire l'espace trié avec les exigences d'une vision éloignée. On est loin des choses.
Donc on les voit à distance. C'est la vision perspective aussi. Alors, il n'y a pas que Herzog et de Meuron, mais je vais faire un détour pour finir. Parce que, au fond, il y a un personnage qui est un peu représentatif de cette dimension phénoménologique. C'est Beuys. Vous avez Beuys, le grand artiste. Et je montre ça parce qu'il avait fait une espèce de performance, Coyote, c'est-à-dire qu'il s'était fait, après une mise en scène pas possible, où il ne voulait pas mettre les pieds, c'est la guerre du Vietnam à l'époque, il ne voulait pas mettre les pieds sur le sol américain. Il s'était fait transporter de l'hôpital de Düsseldorf où il était en avion, mis dans une ambulance, donc il n'avait pas mis le pied sur le sol, sauf dans la galerie où il était invité à faire cette performance. Et la performance, c'était de se faire enfermer pendant plusieurs jours avec un vrai coyote. Et de l'apprivoiser. Enfin, de l'apprivoiser, oui, quelque part de l'apprivoiser, parce que, évidemment, il était dans quoi? Il était dans des couvertures de feutre pour se protéger, avec un bâton. Le feutre, chez Beuys, c'est continuel, donc avec un bâton pour éloigner un peu le coyote. Mais le coyote, il bouffait sa couverture quand même. Hein. Et puis là, on les voit, lui, il est couché là-bas au bout, parce que là, il y a eu une espèce de situation où les deux se sont presque reconnus. Et puis le coyote, il est en train de dormir sur les couvertures. Et ils sont proches l'un de l'autre. Si je prends ça, c'est que, évidemment, Beuys, c'est une grande admiration d'Herzog et de Meuron, mais pas de lui tout seul. C'est une grande admiration, c'est-à-dire, au fond, ça signifie quoi? Pourquoi je mets ça? Parce que ça veut dire que Beuys, il rentre dans une espèce de proximité aux choses qui est invraisemblable. Personne n'irait dans une cage avec un coyote, quoi. Et donc, lui, il se met à côté des choses, quoi. Il se met à côté du matériau vivant qui réussit à maîtriser ou à s'approprier. Alors, Herzog et de Meuron, à propos de Beuys, parce qu'ils ont ils ont participé à un certain nombre de choses avec Beuys à la fin des années 70, à Bâle, il nous a montré des choses que nous n'avions jamais vues précédemment. Par exemple, la manière de se servir des matériaux autrement que de façon monofonctionnelle, comme les architectes ont tendance à le faire. Au fond, les matériaux de Beuys, c'est le feutre, c'est la cire, c'est la graisse, c'est des choses qu'on n'utilise pas, que les artistes n'utilisent pas forcément. Donc, cette espèce de proximité avec des matériaux un peu inhabituels. Et là, il y a cette... où est-ce qu'on va aller chercher les matériaux? Dans le monde contemporain, dans la rue, comme disait Herzog et de Meuron. Mais Bates, Stephen Bates et Sergison et Bates aussi, ils sont fascinés par Beuys, ils sont plus jeunes un peu, Sergison et Bates, mais en particulier de ce fameux feutre, ce fameux costume en feutre que Beuys s'était fait faire et qu'il exposait comme ça. Le feutre, c'est une espèce de matière un peu bizarre qui n'est pas tissée, quoi. C'est un agglomérat, le feutre, c'est quelque chose qui n'a pas de structure, quoi. Et l'usage des matériaux, disent-ils, particuliers, doit frapper à un niveau viscéral qui ne requiert pas de narration. C'est toujours la même histoire. Viscéralement, ces matériaux doivent nous surprendre, nous prendre un peu aux tripes, quoi. Et il y a toujours cette dimension un peu. Alors, je parle de Bates, Sergison et Bates, mais Caruso, St. John, c'est pareil. Il y a toute une mouvance comme ça d'architectes qui sont dans cette dimension phénoménologique. Alors lui, nous sommes intéressés à faire une architecture qui ne se sert pas du langage. Une architecture dont la présence physique a un effet émotionnel direct. Nous pensons que la construction a un effet direct sur le caractère émotionnel des espaces. Alors évidemment, il y a toujours une dimension qui est celle de la construction. Parce qu'on joue avec des matériaux, on fait avec des matériaux, on ne fait pas avec du papier, l'architecture, on fait avec des matériaux. Et donc, comment est-ce que ces matériaux vont avoir un certain effet, un effet perceptif sur nous? C'est le travail d'Herzog et de Meuron, c'est le travail de Sergison et Bates, c'est le travail de Caruso, c'est le travail de Beuys, c'est le travail d'un certain nombre d'architectes comme ça. Pas trop dans le diagramme, mais pas... Le diagramme, ils s'en foutent. C'est pas tellement leur problème. Alors, Zumthor, pareil. Zumthor en classe, un peu comme ça, je sais pas quoi, l'architecte des montagnes, etc. Alors lui, c'est vrai que c'est l'architecte des montagnes. Mais il dira, pour moi, il y a des choses qui se révèlent dans le travail de Beuys et de quelques artistes de l'Arte Povera, ceux-là, ils sont toujours là. Ce qui m'impressionne est la manière précise et sensuelle qu'ils ont d'utiliser les matériaux
elle paraît s'ancrer dans ses savoirs anciens et mettre au jour l'essence même du matériau qui est libre de toute signification héritée d'une culture. Donc, au fond, la culture, il faut s'en débarrasser, c'est ce qu'il dit. Hein. Et il y a cette dimension, l'essence du matériau. Alors, l'essence du matériau, il ne va jamais plus loin pour la définir, parce que c'est indéfinissable. Ça, c'est clair. Quand on entend dire « Ah, l'essence de ceci », il faut se méfier. Hein. Donc, Zumthor, par contre, évidemment, il est dans une attitude phénoménologique très, très différente de celle d'Herzog et de Meuron. Je dirais, Herzog et de Meuron, c'est des phénoménologues urbains. Ce qui les intéresse, c'est les atmosphères urbaines. C'est les matériaux urbains. C'est même les matériaux artificiels urbains. Zumthor, lui, il est phénoménologue, mais on va dire rural, quoi. Hein, c'est les matériaux naturels, c'est les matériaux... le bois, ça va être la pierre, ça va être des matériaux... mais pas il n'aime pas les matériaux artificiels, il n'aime pas les matériaux industriels, pas trop. À chaque fois, il dit, j'ai pas envie d'utiliser ça. Et donc, ces deux... Ils sont phénoménologues tous les deux, mais avec deux orientations différentes. Et bon, si Zumthor vit à Aldenstein, dans ses montagnes, de façon isolée, en faisant un peu toujours son cinéma, comme quoi il est là, au plus près de la nature, bien sûr, c'est une attitude très différente de celui qui aime la ville, et les Herzog et de Meuron, ils aiment les villes, quoi. Ils n'aiment pas tellement la nature. Donc c'est des choses qu'il faut apprécier, voir. Bon. Alors... mais Zumthor, il va se servir des matériaux. Les œuvres réduites à des formes géométriques élémentaires de Judd et d'autres artistes contemporains m'avaient impressionné. Les autres diront la même chose, hein, mais ils n'en tireront pas nécessairement les mêmes conclusions tout à fait par rapport à leur propre usage de ces matériaux. Alors, dans cette question-là, je finirai par Caruso, Saint-John et Serge Lévesque, qui sont assez représentatifs quelque part. Et à un moment, alors ça c'est une part d'histoire qu'il faut un peu savoir apprécier, quand on s'intéresse aux matériaux, ou plutôt quand on porte une attention assez forte aux matériaux, au fond, quelque part, c'est pas le matériau en lui-même qui va nous raconter quelque chose, c'est la mise en œuvre de ce matériau. Hein, parce que le matériau, il n'y a pas un marbre qui serait plus beau qu'un autre, ce qui compte, ou je ne sais pas quoi, un matériau qui est plus beau qu'un autre. Aujourd'hui, il n'y a pas de beaux matériaux et de matériaux moches. Il y a des matériaux, et la beauté, c'est de savoir les employer. On peut employer n'importe quel matériau très très banal, mais comment est-ce qu'on va l'employer? Donc ça porte toujours à un moment sur cette question de comment les matériaux sont employés. Et là, aujourd'hui, si vous regardez dans l'actualité un peu intellectuelle de l'architecture, il y a une espèce de nouvel intérêt, par exemple pour le brutalisme. Le brutalisme, c'est les années 55-65, c'est tout ce mouvement qui avait fait de l'usage de certains matériaux comme le béton brut, parce que ça venait du béton brut, le béton brut, les briques, etc., c'est-à-dire tous les premiers travaux des Smithson, ensuite même le premier Unger, certains architectes français, même comme chez Methoff à l'époque, tout ce mouvement qui est un mouvement international européen et qui avait une attention à la manière de mettre en œuvre les matériaux de façon très très brutale. Et c'est pour ça qu'on l'appelait comme ça. C'est Le Corbusier sur la toiture de Marseille, avec toutes les malfaçons. C'est à partir de là que le mot brutalisme est plus ou moins inventé par Banham. Et donc, c'est cette attention aux choses, comme ça, regarder les choses et voir comment elles ont été mises en œuvre et se dire, c'est ça ce qui va exprimer l'architecture d'abord. Et avec eux, on est là-dedans, parce que quand ils font même cette espèce de... C'est une rénovation, ce truc. Bon, ils utilisent des matériaux qu'on connaît bien, c'est-à-dire l'acier galvanisé, ça veut dire la brique, et la brique, ils laissent le moment où ils montrent ce qu'ils vont ajouter par rapport à ce qu'on n'ajoute pas, etc. Il y a toute cette dimension excessivement attachée à l'expression matérielle des choses. Alors, faire quelque chose de spécial d'un matériau extraordinaire est banal, dit Caruso. Élever quelqu'un à la conscience de ce qu'est un matériau humble est poétique. Voilà. Un matériau humble et qu'on en ait conscience et qu'on en fasse quelque chose, c'est poétique. Utiliser des beaux matériaux... et penser qu'avec ces beaux matériaux, c'est pas poétique. Voilà.
Alors cette question-là, au fond, ça va... Et c'est tout un espèce de mouvement, moi que j'aime bien, qui m'intéresse, parce que dans les années 80-90, c'était tout le mouvement de l'architecture analogue aussi en Suisse, par exemple, un mouvement qu'on a un peu oublié, mais qui est vraiment un mouvement intéressant. C'est-à-dire, j'utilise des matériaux qui sont les matériaux banals, et c'est ce que faisait Herzog et de Meuron pendant quasiment 20 ans, hein, du début de leur activité à la fin des années 90. Donc, tous ces matériaux que l'on utilise, qui doivent quelque part apparaître sans trop apparaître, être visibles, bien sûr, mais pas trop visibles, donc pas de forme qui soit absolument manifeste, absolument originale. On s'en fout de l'originalité, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et donc, chez Caruso, à Nottingham, cet usage de plaques de béton, alors après, ça peut virer, l'attention aux matériaux, ça peut virer à une dimension qui devient presque un peu maniériste et postmoderne. Maniériste. Zumthor, il frôle par moment. Hein. Et il frôle le maniérisme parce qu'il en fait trop, quoi. À un moment, c'est trop. Alors, cette question-là, c'est un peu compliqué parce que à quel moment on reste dans cette espèce de rudesse, puis à un moment, on tombe plutôt dans l'espèce de délicatesse et même de comment dire, presque d'artificialité. Caruso, St. John, ils sont presque là-dedans. Et ils glissent vers ça. À Nottingham, parce que, par exemple, comme Nottingham, c'est une ville dans laquelle une de ses célébrités, c'est les dentelles. Alors, les panneaux de béton qu'on voit ici, qui sont courbes, comme ça, comme des rideaux, et comme des rideaux courbes. Alors ça fait référence à Semper. On ne va pas aller là-dedans, mais Caruso, il sait très bien ce qu'il fait. Donc, et ils les ont imprimés avec des motifs de dentelle. Des dentelles très banales, enfin très traditionnelles. Donc c'est cette espèce. Alors évidemment, de loin, on ne voit pas. Encore une fois, quand vous vous approchez, vous voyez. Et c'est toujours cette espèce de jeu. Après, je fais les menuiseries en acier anodisé, Champagne. L'horreur pour les architectes, quoi. Hein, je veux dire, c'est l'aluminium anodisé Champagne, ça représente vraiment la chose la plus... D'habitude, une espèce de chose vulgaire. Non, là je m'en sers, mais je m'en sers de façon un peu détournée. Tout un tas de jeux comme ça qui frisent la préciosité et qui frisent l'espèce de maniérisme. Bon, alors c'est compliqué à mettre en œuvre, mais ça, bon, enfin pas plus qu'autre chose. Imprimer du béton, on sait tous faire ça. Si je regarde Sergison et Beck, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire à partir du moment, quand ils construisaient, vous voyez, fin des années 90, début des années 2000, c'était brutalisme à mort. C'est des bâtiments qu'on aurait pu rapporter aux années 50, milieu des années 50, début des années 60, le premier Sterling, tous ces architectes qui étaient dans l'usage de la brique, du béton, et marquer la logique de la construction de façon très très forte, comme ici. Et Sergison, à un moment, il retrouve le brutalisme, il retrouve cette espèce de... Dans l'attention aux matériaux, il récupère toute l'interrogation brutaliste. Et puis à un moment, là aussi, ça glisse, à mon avis, maintenant, vers une sorte de maniérisme, dont un bâtiment qu'ils viennent de faire à Genève est un peu la manifestation, parce que au fond, c'est un bâtiment très, très traditionnel, ou plutôt très... comment dire, il y a une ordonnance assez habituelle, les grandes portées en bas, après divisées en deux, après divisées en trois, ça monte, etc. Les poteaux qui s'affinent au fur et à mesure qu'on monte, les meneaux, etc. Bon, quelque chose de très simple, mais presque pérétien, quoi, presque dans cette logique de la construction, dans cette intelligibilité de la construction. C'est pas compliqué à comprendre comment c'est construit. Mais si on les regarde un peu plus près, ça devient très très bizarre. Là, on le voit mal sur les photos, mais par exemple, les éléments qui sont des éléments préfabriqués, c'est une succession, si je prends un étage, là où il y a trois baies dans la travée, eh ben, il y a l'élément préfabriqué, il fait d'abord un T,
et puis après il fait un M, puis il fait un T, il fait un M. Et ces espèces de trucs, je veux dire, vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça alors que dans la logique constructive, c'est pilier, linteau, pilier, linteau, pilier, linteau. Assez simplement. Donc il y a une espèce au fond, il y a peut-être un moment aussi où l'attention au matériau, la manière de l'utiliser, ça a cette espèce de danger qui est presque peut-être un peu parallèle à l'abstraction du diagramme, mais dans un tout autre domaine, un peu ce danger qui est celui de tomber dans une espèce de maniérisme et de préciosité. Et à la fin, l'espèce de brutalité qu'on recherchait, ou qu'on voulait susciter, elle s'efface un peu, quoi. Et on ne sait pas trop ce qu'il y a à la place, sinon quelque chose qu'on a déjà eu l'habitude de voir. Alors ces questions-là, si vous voulez, moi je les ai abordées comme ça aujourd'hui. Hein. Il y en a d'autres dans l'histoire, dans l'architecture contemporaine, donc j'ai choisi ces deux clés, quoi, de compréhension, ou d'essayer d'interpréter, parce que je pense que, ça c'est pour vous que je le dis, enfin les étudiants surtout, quand on regarde l'architecture, il y a toujours, quand on regarde l'architecture, souvent on entend dire « Oh, c'est tellement divers aujourd'hui, c'est tellement différent, tout ce qui se fait. » Mais si on y pense réellement, et si on a un peu d'attention, non, c'est pas vrai. C'est pas du tout différent, aussi différent que ça. Hein, vous voyez des choses qui sont, au contraire, qui se rapportent à certaines manières d'envisager l'architecture. Et évidemment, il faut savoir un peu les cerner, les reconnaître, comment dire, les situer, quoi. Hein, parce qu'évidemment, si on ne fait pas un peu ce travail-là, c'est un peu difficile à faire. Mais pour moi, il y a la difficulté, c'est voir les différences, c'est toujours facile. Hein, quelque chose, cette table-là, elle est différente de celle-là, parce que les trous, ils n'ont pas été faits de la même manière, je ne sais pas quoi. Donc la différence, je la vois. Après, la similitude de choses qui semblent très différentes, c'est pas évident de la définir. Et je pense que dans un travail qui est celui d'interrogation sur la production architecturale contemporaine, c'est un peu ça. C'est essayer de situer des problématiques. Là, j'en ai situé deux. Bon, voilà. Je suis en train d'écrire un bouquin, de toute façon, il y en aura un petit peu plus, mais c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à construire une compréhension, je pense, de ce qui se passe dans l'architecture aujourd'hui. Voilà, je crois que j'en dirai pas plus. Peut-être qu'il y aura des questions ou